à 7h41, l'invité des matins de France Culture, Amin Maalouf. Bonjour Amin Maalouf. Bonjour. Bonjour monsieur l'académicien. Bon, vous n'êtes pas venu à l'habit vert, même s'il est encore tout frais, au fond, cet habit vert. Vous voici membre de l'Académie française depuis le printemps dernier, là, depuis le début de l'été. Reçu il y a 3 mois. Reçu il y a 3 mois. Vous n'avez pas encore fait de séance de dictionnaire, rien de particulier? Si, un petit peu. Si, il y a une période de bizutage un peu, je crois. Vous êtes stagiaire encore. C'est une période de silence, de discrétion, le temps d'apprendre les usages. Ouais. Vous êtes sur quel mot en ce moment? Ils sont sur quel mot C'est la lettre R. Ah. Et alors, quel mot? Le dernier, je pense, c'était risque. Voilà. Amin Maalouf, Les Désorientés, c'est votre nouveau roman chez Grasset, qui est paru à la fin là, de ce mois d'août. Alors nous vous faisons venir aujourd'hui parce qu'il y a à la fois, on le sait, une actualité qui a ressurgi, notamment une actualité libanaise qui a ressurgi avec la guerre en Syrie, la révolution syrienne, où on a vu des lance-roquettes, des armes automatiques, et depuis le mois de mai, le Liban, pour certains, voit ressurgir ses vieux démons. Certains disent même qu'à Tripoli, au fond, on est revenu quasiment 30 ans en arrière, et qu'entre les sunnites et les alaouites du Nord-Liban, la guerre syrienne a ravivé des vieilles haines. Et voici qu'avec votre roman, nous replongeons dans un pays qui pourrait être le Liban il y a 30 ans, avec un personnage principal qui pourrait s'appeler Amin, mais qui s'appelle Adam, et qui doit, pour célébrer la mort d'un ami à qui il n'a pas pu parler, à qui il n'a pas pu dire éventuellement s'il lui pardonnait ou pas ses agissements passés, il doit préparer pour les 40 jours de deuil la réunion de tous ses copains perdus de vue, disparus partout dans le monde entier depuis une trentaine d'années. Et Les Désorientés va raconter, lettre après lettre, les retrouvailles des uns et des autres pendant 15 jours, pour qu'au 16e jour, il se passe ce que nous ne dirons pas, puisque là, il y a un retournement implacable et extrêmement, d'ailleurs, douloureux pour le lecteur, je vous le dis, Amin Maalouf, dans les toutes dernières pages. Adam, et pourquoi Adam et pas Amin? Ce n'est pas exactement moi, c'est certainement le personnage qui parle le plus près de moi, mais ce n'est pas moi, comme les autres personnages. C'est l'ensemble des personnages s'inspire des amis que j'ai eus il y a une trentaine d'années. Aucun ne correspond réellement à une personne. Adam revient vers un pays dont il s'est éloigné, plus que moi d'ailleurs. Moi, je reviens souvent au Liban. Lui, il n'est plus... était parvenu depuis 30 ans. Il n'était plus revenu depuis qu'il était parti. Oui. Et il retrouve un pays qu'il ne reconnaît plus complètement. Des amis qui ont tous changé. D'abord, certains se sont éloignés. Albert au nord, aux États-Unis, Naïm au Brésil. Certains ont fait fortune, d'autres sont devenus moines. Il y a vraiment tout le... Basile, Ramzi, Naïm, Ramez, oui, Albert, oui. Et il retrouve aussi les vieilles frustrations, les vieilles nostalgies, et tout cela, il le vit avec attente, et en même temps, son regard est un regard un peu triste, parce qu'il a le sentiment que cette civilisation à laquelle il appartient, qu'il appelle la civilisation levantine, est en train de disparaître. Et que le monde qu'il a connu, et encore plus le monde dont il a rêvé, est en train de disparaître également. Alors, le personnage principal ne s'appelle pas Amin, il s'appelle Adam, et le pays, le Liban, n'est jamais nommé le Liban. Si je vous ai bien lu, je ne vois jamais écrit nulle part Liban. Non, le pays n'est pas nommé. Dans mon esprit, il est évident que c'est le Liban, mais d'abord, je n'ai pas senti l'envie de nommer, et le fait de nommer un pays exige que l'on se conforme plus à ses réalités politiques, ce que je ne voulais pas faire. Je voulais que cela reste le pays d'une bande d'amis. C'est probablement dans mon esprit le Liban, mais dans l'esprit d'autres, cela pourrait être un autre pays. Les lieux ne sont jamais nommés précisément. Je dis la capitale, je ne dis pas Beyrouth. Il y a aussi probablement chez moi une réticence qui doit avoir des explications psychanalytiques à nommer le pays, à nommer
Caroline Eliachev se penchera sur votre cas tout à l'heure. On va sortir un divan. Ouais. Mais alors, Amin Maalouf, cela dit, c'est quand même, même si vous essayez de dire qu'au fond vous y êtes sans y être entièrement, ou que vous y êtes sous plusieurs formes, ou que d'autres sont un peu aussi en vous dans les personnages. On sait très bien le caractère composite des personnages quand on les écrit. Vous pouvez d'ailleurs aussi bien vous retrouver aussi dans les personnages de femmes de ce roman. Il y a un très beau personnage, le personnage de Sémi, de Sémiramis. Il y en a un autre très très beau qui est celui de Dolores. Mais sur ce qu'on se dit surtout en revanche, et ça c'est quand même un peu nouveau, c'est que c'est la première fois, me semble-t-il, je ne pense pas avoir lu toute votre œuvre, mais que vous vous inscrivez dans un temps résolument contemporain par rapport à un roman. Vous avez raison, c'est la première fois que je parle d'aujourd'hui, et la première fois que je parle directement d'un univers proche de moi. C'est une période importante dans ma vie que les années d'université. Ça m'a beaucoup nourri. En même temps, j'ai toujours eu des scrupules à en parler, notamment à cause de la guerre. Je n'ai jamais eu envie de parler de la guerre du Liban, pas directement en tout cas. Elle est souvent là, en filigrane dans certains textes, mais je n'ai jamais voulu en parler directement. Et même dans ce livre d'ailleurs, je n'en parle pas directement, mais il est évident qu'elle est omniprésente, et il est évident que c'est cette guerre qui a dispersé ce groupe d'amis. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de votre personnage, Adam, quand il s'interroge au tout début sur une question qui est très grave et qui va courir finalement tout au long du livre? C'est que, bon, ça on peut le dire, on peut le dévoiler, il va arriver trop tard au chevet de cet ami avec qui il s'est visiblement brouillé, tout simplement parce que d'abord il a choisi une vie différente dans une période de guerre. Adam est parti et son copain qui va mourir est resté. Et il est question d'impunité et d'injustice. Adam dit au fond, les vertus de mon copain l'ont perdu et mes manquements m'ont sauvé. Son ami Mourad était très attaché au pays et à sa maison et à toute l'histoire de sa famille, de ses ancêtres. Donc il a refusé de partir au moment de la guerre. Adam n'avait pas le même type d'attachement. Il est parti. En un sens, il s'est enfui, mais en même temps, parce qu'il s'est enfui, il a gardé les mains propres. Alors que son ami, parce qu'il avait la vertu de la fidélité à une terre, à une histoire, à une famille, est resté. Et parce qu'il est resté, il a eu les mains sales. Je pense que ce dilemme est au cœur du livre. Est-ce que... C'est un chiasme permanent, parce que du coup, au mot vertu est associé le mot compromission, et au mot manquement, enfin, les manquements d'Adam sont associés ceux de lâcheté. Oui. Je pense que quand il y a une guerre civile, souvent le déserteur demeure honnête et celui qui... Mais il se dit qu'il est lâche. Il peut se le dire. Et il reconnaît à son copain qui reste d'être honnête, mais de se compromettre avec des choses qu'il déplore, qu'il dénonce. C'est un dilemme qui est constamment présent dans son esprit. Il a conscience d'avoir déserté et en même temps, ça aurait été bien pire s'il n'avait pas déserté parce qu'il se serait probablement compromis, il se serait sali les mains. Je pense que dans toute guerre de ce type, ce dilemme est là. Si l'on décide de s'engager, on prend le risque de tuer, quelquefois, de prendre des armes et de tuer. Et si on décide qu'on ne veut pas se battre, on garde les mains propres, mais en même temps, comme a dit un personnage, Tania, dans ce livre, si tout le monde avait décidé de partir, tout le monde aurait gardé les mains propres, mais il n'y aurait plus personne ici. Il a bien fallu que des gens se battent, lui dit-elle, pour que toi, tu puisses revenir de temps en temps comme un touriste chez toi.
Oui, souvent. C'est très cruel, elle lui dit, c'est très cruel, ça, c'est très violent quand elle lui dit ça. Mais c'est une réalité qui se pose dans ce... Et vous l'avez éprouvé, sa voix, Amin Maalouf? Est-ce que vous avez des amis qui vous ont fait un jour le reproche, qui vous auraient dit, ah, toi, tu es parti, alors? Le reproche, je le perçois quelquefois. Je dois vous avouer que moi-même, je me suis jamais posé cette question, parce que moi, j'étais sûr depuis le début qu'il fallait que je m'éloigne, que je ne pouvais pas prendre part à cette guerre. En même temps, cela exige de moi une certaine modestie. C'est-à-dire, je ne prends pas des positions très en pointe, parce que je me dis, je me suis éloigné. Ça fait 36 ans que je ne suis pas dans le pays, donc je ne peux pas parler comme quelqu'un qui est resté. En même temps, je ne me suis jamais dit, pas une seule fois, j'aurais dû rester, j'aurais dû prendre part à ces événements. Non, ça, je pense que, et par tempérament, et par conviction, et je n'aurais pas pu rester pendant cette période de guerre. Et le pardon? Il a du mal là-dedans, hein. Il dit c'est un ancien ami. Alors évidemment, à cette heure si grave, je vais y aller à son chevet. Et puis il y va, il est déjà mort. Donc il se dit, ça, au fond, ça l'épargne d'une conversation sans doute qu'il n'aurait pas voulu avoir. Mais il y a cette question du pardon constamment. Doit-il pardonner ou non à cet ami d'avoir fait ce qu'il a fait? C'est difficile. Ce que dit Adam, c'est on ne peut pas, simplement parce qu'une personne va mourir, mettre sur le même plan les victimes et les bourreaux. Et en même temps, ce n'est pas un justicier, Adam. En même temps, il ne met pas sur le même plan ceux qui ont participé à des actes violents, qui ont tué, qui ont pillé, ceux qui ont été corrompus, et ceux qui ont eu une attitude digne, qui ont propre. Je pense que on a un peu trop tendance à pardonner trop vite. Ce n'est pas son attitude à lui. Ce n'est pas son attitude. Et puis il dit constamment, certaines personnes vous regardent en disant mais est-ce que vous ne serez pas en train de me juger? Et il dit mais bien sûr que je vous juge. Mais toute personne dotée de conscience a l'obligation de juger en permanence. Ça ne veut pas dire qu'on va à chaque fois prononcer des sentences, mais évidemment, à chaque fois qu'on regarde, qu'on observe, on juge, et il est tout à fait légitime de juger. Bonjour Brice. Bonjour Marc. Vous avez été sensible vous aussi à ces questions d'injustice, d'impunité? Oui, parce que ce qui me paraît le plus intéressant dans le livre d'Amin Maalouf, qui est vraiment très intéressant, c'est la question qui sont les plus coupables. Est-ce que c'est ceux qui, ne supportant plus la guerre civile, l'effondrement de l'État, son remplacement par des petits caïds locaux, ont décidé que leur vie était ailleurs, qui ont choisi l'exil, jugeant que la vie au Liban était devenue insupportable, ou bien ceux qui se sont accrochés à leurs racines et à leur maison. Alors pour survivre, certains ont dû passer des compromis pourris, comme le titre d'un livre intéressant d'année dernière avec l'occupant syrien. Ils se sont lavé les mains dans une eau sale, comme on dit en anglais, ils se sont embourbés dans la politique. Mais si tout le monde avait fui, que resterait-il aujourd'hui du pays du Cèdre? Telle est la question que pose la veuve de l'ami perdu à votre héros narrateur, revenu à Beyrouth pour se réconcilier avec son mari. Au moins, dit-elle, nous avons conservé un pays où vous pourrez peut-être revenir un jour. Pour la réconciliation, il est trop tard. L'ami perdu est déjà mort lorsque le narrateur atterrit à Beyrouth. Trop tard pour pardonner, trop tard aussi pour retrouver le petit cercle des amis d'autrefois. La guerre et le temps, l'histoire, comme vous dites, ont fait leur œuvre. Des rêves de fraternité, du Beyrouth d'avant la guerre civile, il ne reste plus rien. Les retrouvailles finales seront un échec dramatique. Tout votre livre, Amin Maalouf, le premier où vous abordez directement cette horrible guerre civile, est placé sous le signe de la désillusion. La petite bande est éparpillée aux quatre coins de la planète et leurs engagements, leur style de vie les ont séparés encore plus que ceux qui étaient restés sur place. Ils se voulaient voltairiens, sartriens, camusiens. La folle logique des identités meurtrières les a ramenés à une assignation religieuse, celle que la guerre civile a incrustée. Ils avaient rêvé de changer le monde, ils ont connu des destins en forme de farce sinistre. Je pense à ce personnage inoubliable et terriblement libanais auquel on vole jusqu'à sa mort, kidnappé alors qu'il se rendait chez lui pour mettre fin à ses jours. Et ces geôliers, découvrant ses intentions suicidaires, lui font la morale. La vie est précieuse, tu n'as pas le droit de te suicider. Et il le menace de mort par ailleurs. Tel autre qui croyait se frotter au combat pour écrire un livre et inscrire ainsi ses pas dans ceux d'Hemingway ou de Malraux,
est tué dès le premier obus qui passait par là avant d'avoir pu tirer un coup de feu ni écrire une ligne. On est au Liban. Dans ce pays autrefois béni, la Suisse du Proche-Orient, modèle de société multiculturelle, de civilité, de douceur de vivre levantine, l'histoire est à la fois tragique et grotesque. Notre civilisation levantine est morte, dites-vous, et votre livre ressemble terriblement à l'adieu accablé d'un Stefan Zweig qui aurait survécu, lui, au monde d'hier. Alors le Liban d'aujourd'hui n'est certainement pas celui que j'ai connu et aimé dans ma jeunesse, avec sa liberté, son cosmopolitisme, ses entrepreneurs et commerçants incroyablement doués, son élite intellectuelle également à l'aise dans les cultures européennes et arabes. La guerre, 30 ans d'occupation syrienne, des crimes inouïs ont meurtri ce pays. Il y règne depuis le départ des forces d'occupation syriennes un équilibre précaire entre des communautés qui se sont combattues au canon et à la mitrailleuse de quartier à quartier, d'immeuble à immeuble. Mais aujourd'hui, que la guerre civile syrienne se rapproche, que pro et anti-Assad ont recommencé à s'entretuer à Tripoli au nord, chacun craint que les armes ne reprennent la parole. Or, comment la chute probable du clan alaouite et pro-iranien de Damas pourrait-elle demeurer sans répercussion sur un pays où une milice armée, le Hezbollah, soutenue par l'Iran et la Syrie, contrôle de vastes parties du territoire national? Le Liban peut-il replonger dans la folle logique des tueries communautaristes que vous avez dénoncées dans votre livre « Les identités meurtrières » ? Amin Maalouf. C'est vrai que le Liban a longtemps été un pays de coexistence harmonieuse et je dirais un pays où il y avait des relations intimes entre des communautés qui ailleurs dans le monde ne se connaissent pas aussi bien. Il est vrai aussi que la région où le Liban est situé ne favorise pas une telle harmonie. Il y a une volonté toujours au Liban de maintenir un certain degré de coexistence, mais tout ce qui est en train d'arriver constitue certainement un danger. Ce qui arrive en Syrie, il faudrait espérer qu'il ne va pas avoir des conséquences au Liban, mais plus ça dure, plus ça devient violent, plus il est difficile d'éviter les empiètements et les débordements. Le Liban est un pays fragile, un pays où il y a, comme vous l'avez très bien souligné, des communautés différentes qui s'identifient souvent avec les communautés proches qui sont dans d'autres pays. Et quand il y a des conflits, il y a certainement des risques d'avoir les mêmes conflits se reproduire au Liban. En gros, les chiites sont pro-syriens et pro-iraniens. Enfin, en tous les cas, ils sont soutenus. Le principal parti chiite, qui est le parti Hezbollah, est soutenu par la Syrie et par l'Iran. Et il a beaucoup de mal à se dégager de cette influence-là. Et si le régime Assad tombe, il craint fort, ce parti, de perdre le pouvoir, en fait, qu'il détient aujourd'hui, puisqu'il fait partie de la coalition au pouvoir aujourd'hui à Beyrouth. Ça pourrait changer des équilibres politiques et confessionnels, puisque les équilibres politiques sont des équilibres confessionnels. Si j'analyse assez objectivement, je pense que les sunnites sont très majoritairement hostiles au régime syrien et favorables à la révolution. Chez les chiites, je pense qu'il y a plutôt une crainte de perdre leur influence. Et donc, il n'y a pas de véritable soutien, à proprement parler, au régime syrien. Il y a plutôt une peur d'une mainmise sunnite en Syrie et de ses conséquences au Liban. Il y a en même temps une volonté, manifestement, notamment chez le Hezbollah, de ne pas se laisser entraîner dans une guerre et de tomber avec le régime syrien. Mais est-ce que c'est une chose possible si la bataille en Syrie s'envenime et dure longtemps? Je pense qu'on a vu déjà beaucoup d'événements qui montrent que l'équilibre est fragile, que le terrain est glissant et que tout peut arriver.
Est-ce que le Liban et les Libanais ne sont pas vaccinés contre la guerre civile, eux qui en ont connu une, qui était une des plus meurtrières de l'histoire du XXe siècle, en fait? Je pense qu'il y a une volonté de ne pas se laisser entraîner dans une nouvelle guerre civile. Est-ce que l'armée peut empêcher une telle dérive? En ce moment, elle remonte au créneau, on peut le dire. On a le elle sentiment, est très critiquée, mais elle remonte au créneau. On a le sentiment que l'armée joue un certain rôle, que les autorités de l'État ont une véritable volonté d'éviter le glissement vers la guerre civile. Mais encore une fois, si les choses en Syrie ne durent pas très longtemps, c'est possible. Si Assad tombe assez vite, la guerre ne débordera pas. Ça fait déjà, ça fait déjà 1 an et demi que ça dure. Oui, si c'est une question de quelques semaines, quelques mois, on pourra continuer à éviter des débordements très importants vers le Liban. Si ça dure beaucoup plus longtemps, ce qui n'est pas exclu, c'est difficile aujourd'hui de savoir, à ce moment-là, il faudrait vraiment être très optimiste pour pouvoir espérer qu'il n'y aura pas de conséquences tragiques pour le Liban. Qu'il y aurait à nouveau une guerre civile, un affrontement? Je ne dirais pas une guerre civile, mais une série d'affrontements comme ceux qui ont eu lieu à Tripoli. Et puis, n'oublions pas l'autre aspect de la question, c'est qu'il y a aussi le dossier iranien. Et bon, comme vous le savez, le Hezbollah est extrêmement lié à l'Iran. S'il y a une confrontation soit entre Israël et l'Iran, soit entre les États-Unis et l'Iran, inévitablement, le Hezbollah sera entraîné dans une guerre. Et là encore, c'est un saut dans l'inconnu, parce que, en tout cas, on peut espérer éviter le pire, mais les scénarios d'avenir dans cette région, à court, à moyen terme, ne sont pas très réjouissants. On revient toujours à cette histoire de ce qu'au fond ne se console pas de la disparition de l'avenir. Mais c'est vrai, moi j'espérais un autre avenir. Moi j'espérais que cette région pourrait avoir un autre rôle dans le monde. Et là, elle ne fait que s'enfoncer, en réalité. Et qu'elle pouvait avoir un autre rôle aussi, y compris par rapport, et surtout même, pourrait-on dire, par rapport à la question de la religion. Il y a un moment où assez courageusement, on pourrait dire presque dans le livre, aussi au début du livre, il est dit que la religion n'est pas plus importante normalement que la famille, que l'amitié, enfin que tout le reste de la vie, mais que c'est pas comme cela que les choses ont tourné, évidemment. Je suis de ceux qui pensent que la religion a aujourd'hui un rôle excessif dans les affaires du monde, et notamment en politique. Je ne dirais pas qu'elle doit être totalement absente. Je crois que ce serait excessif, mais je pense qu'elle a un rôle qui doit être réduit. Je pense que l'idée selon laquelle la religion pourrait offrir des solutions aux divers problèmes de la région est une idée absurde et qui ne résistera pas à l'expérience du pouvoir. Pour des partis d'opposition, on peut dire la religion est la solution. On peut le dire pendant 40 ans, ça n'a pas de conséquences. Mais si on est au pouvoir, qu'on a la responsabilité d'un pays, qu'on doit régler des problèmes de chômage, de développement, continuer à dire la religion est la solution, je crois que c'est un peu court. Alors justement, c'est un des sujets les plus intéressants de votre livre, puisqu'il s'agit en fait des retrouvailles entre une bande de vieux étudiants qui ont vieilli, donc la guerre civile est passée entre-temps. Quand ils étaient jeunes, nous dites-vous, ils avaient, et c'est vous, on reconnaît le milieu béroutin de la fin des années 60, début 70, ils avaient des rêves de changement du monde, ils étaient marxistes, ils étaient sartriens, ils étaient camusiens. Et ils étaient aussi, très important, libertins. Et ils étaient libertins, exactement, et ils étaient libertins, d'ailleurs il y a des liaisons entre eux dont on découvre vous avez aimé Sémiramis. Sémiramis, c'est ravissant, évidemment. Et très séduisant, c'est la belle libanaise typique telle que je les ai connus dans ma préadolescence. J'étais un peu trop jeune. Restez calme, Brice, restez calme. Oui, je reste calme. Mais voilà, ces gens aujourd'hui ont vieilli et qu'est-ce qui reste? Ils ont oublié leurs idéaux de jeunesse. Qu'est-ce qui reste? C'est ces ancrages religieux qui se sont incrustés, je le disais, pendant la guerre civile, qui font qu'aujourd'hui, il y en a un qui est
intégriste musulman, il y en a un autre qui est devenu moine, chrétien, et finalement, ces fameuses identités religieuses, c'est tout ce qui leur reste. Quand on prend des positions comme camusien, sartrien ou marxiste, ce sont des positions idéologiques qu'on assume librement, c'est le fait d'un choix personnel. Quand on est enfermé dans son identité religieuse parce que c'est celle de vos parents et de vos ancêtres, on ne peut pas en sortir, et ça, c'est meurtrier. Or, finalement, le monde aujourd'hui tel qu'il se déroule, il n'est plus agi par des idéologies, mais par des identités collectives. Et c'est ça que vous dénoncez à travers ce livre, comme vous le faisiez dans ce bouquin formidable qui est des identités meurtrières. Voilà. Est-ce que les révolutions arabes, de ce point de vue-là, ne sont pas un échec, puisqu'elles sont parties sur des idées social-démocrates, libérales, et qu'elles débouchent finalement sur l'islamisation? Amin Maalouf. Bon, je ne vous cacherai pas que le vieux voltairien que je suis n'est pas très heureux en observant tout ce qui arrive. C'est vrai que les mouvements qui ont commencé à la fin de l'année 2010, qu'on a appelé le printemps arabe, avaient quelque chose d'enthousiasmant, parce que ils étaient dirigés contre des régimes politiques, pour dire les choses simplement pourris, qui avaient perdu toute légitimité et qui méritaient de tomber. Ce qui est le plus inquiétant et le plus attristant, c'est que ce mouvement qui a commencé pacifique, avec des slogans disant « c'est une révolution pacifique, c'est le MIA, c'est le MIA », ça c'est resté pacifique uniquement, ou relativement pacifique, en Tunisie et en Égypte. Dès février 2011, en Libye, il y a eu une répression très violente. Le mouvement est devenu forcément de moins en moins pacifique. On ne pouvait plus manifester. Et en Syrie également, encore pire. Au début, c'était un mouvement pacifique, puis peu à peu, c'est devenu un affrontement armé. Et là, c'est profondément attristant parce qu'il y avait quelque chose de nouveau, de sain, qui allait à l'encontre du djihadisme qui est quand même la grande calamité, non seulement du monde dans son ensemble, mais spécifiquement du monde musulman. Et là, on reglisse vers ce type d'affrontement. La guerre sainte. Ce n'est pas tellement le risque de triomphe de ce type de mouvement. C'est simplement que la pureté d'un conflit mené pour des idéaux de liberté, de démocratie, a disparu progressivement. Et puis, je dirais que ces mouvements, il leur a manqué assez vite une certaine dimension de modernité sociale. Par rapport à la situation de la femme, par rapport aux minorités, par rapport à la place de la religion dans la société, il y a quelque chose qui, dès le début, était équivoque. C'est un peu lié au fait que les mouvements d'opposition étaient persécutés sous les dictatures, et donc ils ont joué spontanément un rôle important, mais en même temps, il y a aussi, j'allais dire, des infirmités intellectuelles dans cette société qui font qu'il y a un certain nombre de problèmes qu'on n'arrive pas à aborder d'une manière saine, d'une manière moderne, et que l'objectif de modernisation sociale des sociétés n'est pas clairement mis en avant. Et cela, pour moi, est très décevant. Parce qu'il y a cette question de la religion, et puis aussi, évoquée dans le livre, un peu plus rapidement, mais enfin tout de même, la question, par exemple, du pétrole. Hein. Le pétrole, c'est l'excrément du diable. Le pétrole n'a enrichi les Arabes que pour mieux les ruiner. C'est une calamité, le pétrole. C'est certainement une calamité. C'est-à-dire ça arrive dans une société, ça crée de l'oisiveté. Les gens, le sens du travail se perd. Des pays complètement vides de population deviennent très importants.
les pays les plus peuplés deviennent dépendants. C'est probablement aujourd'hui l'élément le plus perturbateur et qui est le facteur de régression le plus important dans ces sociétés. Et puis, il n'y a pas eu de développement. Il y a du pétrole depuis des dizaines d'années. Un pays arabe pétrolifère avec effectivement beaucoup à la fois de sarcasme, d'attaque. Enfin, c'est absurde le monde que vous décrivez. Parce qu'il n'y a pas eu de développement. C'est-à-dire, on a construit des choses sans intérêt. On n'a pas créé une société moderne. À mes yeux, la seule monarchie pétrolière qui permette à la société d'avancer, c'est la Norvège. Caroline Eliachev. Oui, je voudrais... on va revenir au livre, peut-être. On ne l'a pas vraiment quitté. Non, mais quand même. Moi, j'étais absolument passionnée par votre livre, c'est-à-dire je l'ai lu comme ça d'un bout à l'autre, et je crois qu'on peut dire un mot de sa forme, parce que vous parlez de l'exil, donc vous parlez de la réunion de ces personnages, mais il me semble que la forme que vous avez trouvée, à savoir l'alternance du je et du il, c'est-à-dire le je qui écrit et le il qui donne une certaine distance, a comme effet de coller parfaitement à votre propos. C'est-à-dire, il y a dans ce roman, qui n'est donc pas linéaire, une forme qui apporte quelque chose à votre propos. Il y a une autre chose que je voudrais dire. Vous avez évoqué le mot de psychanalyse tout à l'heure. Il y a quelque chose de très étonnant, c'est-à-dire dans vos 3 premières pages, dans le fond, il y a tout. Et votre livre développe les 3 premières pages. Et donc, dans une analyse, nous pensons, quand nous recevons quelqu'un pour la première fois, il arrive que la première rencontre, cette première rencontre où la personne vient nous dire pourquoi elle vient, etc., il y a tout. Et elle va mettre ensuite 10 ans à retrouver ce tout. Et j'ai trouvé ce point commun dans votre livre. Même les 3 premières phrases, juste « Je porte dans mon prénom l'humanité naissante, mais j'appartiens à une humanité qui s'éteint », notera Adam dans son carnet 2 jours avant le drame. Amin Malouf. Je peux rajouter une phrase aussi de la même page que j'ai des petits signes pour dire les phrases que je vais essayer de retenir par cœur, et celle-là, elle est extraordinaire, écoutez bien. « À moi incombe la détestable tâche de reconnaître les traits de ceux que j'ai aimés, puis de hocher la tête pour qu'on rabatte les couvertures. » C'est à la morgue, évidemment, que ça se passe. Quelle image. Oui, ça m'amène une question, excusez-moi, que je voudrais rabattre à celle de Caroline Eliachev. C'est la question de la civilisation levantine. J'ai fait le parallèle avec Zweig parce que ça m'a beaucoup frappé. Moi, j'ai connu cette civilisation levantine au Liban parce que j'ai été élevé en partie là-bas. C'est quoi ce carnet de notes là, c'est moi que j'ai apporté pour certifier mes dires, mon carnet de notes du collège de Jamhour chez les jésuites libanais. Je signale que mon meilleur copain était sunnite. À l'époque, il n'y avait pas de problème de coexistence. Simplement, quand pendant les fêtes musulmanes, il rentrait chez lui. Évidemment, il était dispensé d'instruction religieuse. Et je signale aussi, parce que j'ai un des rares noms qui me restait de ce passé libanais, c'était mon meilleur camarade, c'était Achille Amerio. C'était un Italien qui était le fils du consul à Damas. Et j'ai regardé hier sur Internet, Achille Amerio vient de rentrer de Damas, où il était ambassadeur d'Italie, et son gouvernement vient de le rappeler pour protester contre les exactions commises par le régime. Donc, vous voyez, c'est très personnel tout ça. Donc cette civilisation levantine, dont vous nous dites qu'elle a disparu, que j'ai connue encore une fois, et vous ne pensez pas quand même qu'il va en rester suffisamment de graines pour qu'elle repousse une fois la guerre écartée? Si on lit bien Amin Malouf, oui, on n'a pas l'impression en tout cas. Vous avez évoqué le monde d'hier de Zweig, qui est probablement le livre le plus cher à mon cœur. Et c'est vrai que j'ai les mêmes nostalgies, y compris pour l'Empire austro-hongrois, qui à mes yeux était un grand moment dans l'histoire universelle. Les pays de l'Empire austro-hongrois qui ont connu tous les drames que l'on sait pendant les 70 ans qui ont suivi la disparition de l'Empire ont été repris dans les bras de l'Europe unie. Malheureusement, les pays du Levant
il n'y a pas d'Europe pour les prendre dans ses bras. Ils sont abandonnés. Ils sont abandonnés à eux-mêmes, ils sont abandonnés aux démons du passé, aux démons des identités meurtrières. Et je voudrais espérer qu'un jour, ils pourront retrouver une autre voie, mais je sais déjà que je ne verrai pas ça. C'est notre destin d'être trahi, observa Adam, par nos croyances, par nos amis, par notre corps, par la vie et par l'histoire avec un grand H. Oui, et le Levant est le lieu où on le sent le mieux. Quand je parle du Levant, je parle d'une vaste région où il y a une population qui est très... il y avait une population cosmopolite. Aujourd'hui, il y a toujours une population qui est diverse, mais qui est beaucoup plus attachée aux identités particulières. C'est aussi une région... Moi je me mets parfois à rêver, je me dis qu'il y a dans cette partie du monde, entre l'Égypte, la Mésopotamie, le Liban, la Syrie, Israël, la Palestine, une partie de l'Europe en fait partie, mais oui. Il y aurait des richesses archéologiques qui justifieraient d'avoir 1 milliard de visiteurs par an. Je pense que tout être humain devrait venir passer un temps à visiter simplement cette région. Et cela suffirait à assurer la prospérité de cette région. Et qu'est-ce qu'on a dans cette région? On a des conflits à l'infini, des combats à caractère tribal qui se poursuivent et qui s'enveniment et qui continuent et qui semblent devoir continuer pour des décennies encore. À l'Académie française, vous nous disiez tout à l'heure que vous étiez à la lettre R, R comme risque, R comme regret aussi. Oui, je suis de ceux qui ont rêvé d'autre chose. Je suis de ceux qui continuent encore quelquefois à rêver, mais avec un peu moins d'illusions. Il y a bien sûr cette question qui court aussi tout le long du roman dont nous avons déjà un peu parlé, cette fameuse question de l'exil. Il y a en ce moment une exposition dans le sud de la France qui s'appelle Exil. Elle se tient en 3 lieux différents, au musée Chagall de Nice, au musée Fernand Léger à Biot et au musée Picasso à Vallauris. Les commissaires en sont Maurice Fréchuret et l'excellente historienne d'art Laurence Bertrand d'Orléac qui évoque ici ce thème justement de l'exil chez les artistes. Tout artiste finalement, même en temps normal, se met en situation d'exil. Et il faut qu'il se mette en situation finalement de déracinement par rapport à ce qui a déjà été créé et qui donc incarne une forme de stabilité. Donc finalement, chez un artiste, on pourrait parler de double exil. Il y a un exil, disons, presque essentiel, enfin, qui fait partie du métier, disons, d'être créateur. Il faut se déraciner de ce qu'on a déjà fait. Et puis un exil qui est imposé en général, ou qu'on s'impose, mais très souvent au XXe siècle, qui est imposé par la situation extérieure. Et là, effectivement, avec tous les traumatismes aussi de déplacement obligatoire, de fuite, de persécution aussi, de réaction à la persécution pour quelqu'un comme Chagall, y compris comme Picasso, puisqu'on sait que la situation n'a pas été simple non plus pour lui. En gros, c'est quelqu'un qui a perdu sa famille, tout en... Vous savez que la France a refusé de lui donner la naturalisation française au moment de la guerre, donc il reste espagnol, mais finalement il est exclu de son pays. Il n'y retournera d'ailleurs jamais et il mourra espagnol. Et vous mourrez comment, vous? Je pense que l'exil est naturel à l'homme. L'homme n'est pas fait pour passer sa vie entière au même endroit. Ce n'est pas une malédiction. Bien entendu, il y a des souffrances qui s'attachent à l'exil. Mais en même temps, on a la vocation de découvrir le monde. Et l'exil, c'est ce qui nous pousse à découvrir le monde. Ça tombe bien, cela dit, de penser ça à Amin Maalouf quand on a été élu au siège de Claude Lévi-Strauss. Oui, je crois. Je
je suis heureux d'être à ce siège précisément, parce que j'ai lu Lévi-Strauss depuis longtemps et je me suis un peu identifié à sa vision du monde. Et je pense que sa vision du monde est caractérisée d'abord par un regard qui n'est pas uniquement d'ici, mais qui est à la fois d'ici et de là-bas. Je pense qu'on a besoin. Et un exilé naturellement regarde le monde de deux lieux différents. C'est ce que fait Adam, hein, ce prof d'histoire dans le livre, qui essaie de reconstituer la tribu. Oui, la bande d'amis plutôt, parce que vu que j'ai utilisé le mot tribu pour décrire les communautés guerrières, c'est plutôt la bande d'amis. Et c'est vrai que c'est un rêve. Moi, j'ai toujours un grand bonheur à rencontrer des gens que j'ai connus lorsque j'avais 20 ans et avec qui j'ai rêvé d'un monde différent. Il est vrai, dans ma propre vie comme dans celle d'Adam, que ses amis se sont dispersés à travers le monde. Il y a aussi, on n'en a pas assez parlé sans doute, ces personnages de femmes magnifiques, Dolores, et puis donc Sémiramis. C'est vrai que on se dit aussi qu'il y a peut-être parfois la nostalgie dans votre livre d'un moment de ses croyances perdues, y compris sur la question du libertinage. Une femme va autoriser une autre à ce qu'il y ait une aventure extra-conjugale dans un hôtel perdu on ne sait où, mais en toute transparence, sans trop de malice, et avec aussi, parce que l'âge est là, les 30 ans sont passés, le sentiment peut-être qu'il ne faut pas exagérer ou en faire trop dans l'histoire d'amour. Je crois qu'on écrit les romans avec ses réminiscences et ses fantasmes. C'était la question de Marc et vous avez répondu de manière ambiguë. Hein. Et c'est vrai que il y a des remords d'adolescents qui vous accompagnent tout au long de la vie, et on se dit qu'un jour on va apaiser ces remords d'une manière ou d'une autre. Il faut plus de courage pour prendre une femme dans ses bras que pour partir de chez soi. Ce n'est pas le même courage. Vous savez que Kundera, qui est un autre exilé et un autre apologue de l'exil, finalement, dans son propre pays, il n'est pas si bien vu que ça. Il est considéré comme quelqu'un qui a fui et qui a laissé les Tchèques se débrouiller tout seul avec le communisme. Comment vous êtes considéré, vous, au Liban, vous qui êtes parti donc en 74, 75, je me souviens plus exactement. Je vois que dans l'Orient le jour, que je continue à lire, il y a un grand article sur vous consacré ce mois-ci. Il est plutôt favorable, mais je me demande comment Amin Maalouf, académicien français, est considéré par le milieu intellectuel libanais aujourd'hui. Vous savez, moi j'ai toujours gardé un rapport très bon avec le pays, avec mes compatriotes. En même temps, quand je suis loin, surtout que je suis loin depuis 36 ans, je sens que j'ai un devoir de réserve. C'est-à-dire, je ne me prononce pas sur les événements comme si j'étais sur place. Je garde à l'esprit qu'il y a des gens qui ont vécu cette guerre, qui ont souffert pendant cette guerre. Et donc, quand je parle comme quelqu'un qui n'a pas toute la légitimité pour parler des événements. Et je pense que les gens ont besoin de sentir qu'on ne vient pas de l'extérieur pour donner des leçons. Mais alors, Amin Maalouf, le pays préféré de Dieu n'est pas le Liban, mais le Brésil? Il est vrai que j'ai une dévotion pour le Brésil, comme beaucoup de Libanais, il faut dire. Je pense que beaucoup de Libanais ont trouvé dans le Brésil une autre patrie où ils peuvent s'épanouir. Je ne comparerai pas au Liban, c'est autre chose. Un des avantages du Brésil, c'est qu'il n'a pas le même voisinage que le Liban, et ce qui fait que l'intégration... C'est ce que dit le personnage, hein, cela dit quand même. Il dit voilà, hein, Dieu préfère le Brésil. Oui, c'est un grand pays plus grand que tous ses voisins. Le Liban est un petit pays, plus fragile que tous ses voisins, et c'est vrai que
on a besoin dans le monde d'avoir des pays où l'intégration se fait spontanément. Je sais que c'est plus facile dans le Nouveau Monde qu'ailleurs, mais c'est vrai que le Brésil est un des pays où les communautés, les gens d'origine diverses arrivent à vivre ensemble et deviennent très vite et spontanément brésiliens. Mais alors, ça n'est pas un mot libanais qu'il faudrait donner pour caractériser votre livre, pas un mot français, c'est pas la nostalgie, ça serait quoi? Ça serait, on pourrait dire que c'est un roman où il y a de la saudade? Vous avez raison. Vous avez raison. D'ailleurs, je m'intéresse beaucoup à l'étymologie de saudade, parce qu'il y a des théories selon lesquelles ce mot viendrait de l'arabe et qui marque une vision un peu sombre de la vie. Il faudra que je vérifie. Je ne suis pas sûr, mais poétiquement, ça m'arrange. Soutenu par l'Iran et la Syrie, contrôle de vastes parties du territoire national. Le Liban peut-il replonger dans la folle logique des tueries communautaristes que vous avez dénoncées dans votre livre « Les identités meurtrières » ? Amin Maalouf. C'est vrai que le Liban a longtemps été un pays de coexistence harmonieuse et je dirais un pays où il y avait des relations intimes entre des communautés qui ailleurs dans le monde ne se connaissent pas aussi bien. Il est vrai aussi que la région où le Liban est situé ne favorise pas une telle harmonie. Il y a une volonté, toujours au Liban, de maintenir un certain degré de coexistence, mais tout ce qui est en train d'arriver constitue certainement un danger. Ce qui arrive en Syrie, il faudrait espérer qu'il ne va pas avoir des conséquences au Liban, mais plus ça dure, plus ça devient violent, plus il est difficile d'éviter les empiètements et les débordements. Le Liban est un pays fragile, un pays où il y a, comme vous l'avez très bien souligné, des communautés différentes qui s'identifient souvent avec les communautés proches qui sont dans d'autres pays. Et quand il y a des conflits, il y a certainement des risques d'avoir les mêmes conflits se reproduire au Liban. En gros, les chiites sont pro-syriens et pro-iraniens. Enfin, en tous les cas, ils sont soutenus. Le principal parti chiite, qui est le parti Hezbollah, est soutenu par la Syrie et par l'Iran. Et il a beaucoup de mal à se dégager de cette influence-là. Et si le régime Assad tombe, il craint fort, ce parti, de perdre le pouvoir, en fait, qu'il détient aujourd'hui, puisqu'il fait partie de la coalition au pouvoir aujourd'hui à Beyrouth. Ça pourrait changer des équilibres politiques et confessionnels, puisque les équilibres politiques sont des équilibres confessionnels. Si j'analyse assez objectivement, je pense que les sunnites sont très majoritairement hostiles au régime syrien et favorables à la révolution. Chez les chiites, je pense qu'il y a plutôt une crainte de perdre leur influence. Et donc, il n'y a pas de véritable soutien, à proprement parler, au régime syrien. Il y a plutôt une peur d'une mainmise sunnite en Syrie et de ses conséquences au Liban. Il y a en même temps une volonté, manifestement, notamment chez le Hezbollah, de ne pas se laisser entraîner dans une guerre et de tomber avec le régime syrien. Mais est-ce que c'est une chose possible si la bataille en Syrie s'envenime et dure longtemps? Je pense qu'on a vu déjà beaucoup d'événements qui montrent que l'équilibre est fragile, que le terrain est glissant et que tout peut arriver. Est-ce que le Liban et les Libanais ne sont pas vaccinés contre la guerre civile, eux qui en ont connu une, qui était une des plus meurtrières de l'histoire du XXe siècle, en fait? Je pense qu'il y a une volonté
de ne pas se laisser entraîner dans une nouvelle guerre civile. Est-ce que l'armée peut empêcher une telle dérive? En ce moment, elle remonte au créneau, on peut le dire. On a le elle sentiment, est très critiquée, mais elle remonte au créneau. On a le sentiment que l'armée joue un certain rôle, que les autorités de l'État ont une véritable volonté d'éviter le glissement vers la guerre civile. Mais encore une fois, si les choses en Syrie ne durent pas très longtemps, c'est possible. Si Assad tombe assez vite, la guerre ne débordera pas. Ça fait déjà, voilà. Ça fait déjà 1 an et demi que ça dure. Oui, si c'est une question de quelques semaines, quelques mois, on pourra continuer à éviter des débordements très importants vers le Liban. Si ça dure beaucoup plus longtemps, ce qui n'est pas exclu, c'est difficile aujourd'hui de savoir, à ce moment-là, il faudrait vraiment être très optimiste pour pouvoir espérer qu'il n'y aura pas de conséquences tragiques pour le Liban. Qu'il y aurait à nouveau quoi, une guerre civile, un affrontement? Je ne dirais pas une guerre civile, mais une série d'affrontements comme ceux qui ont eu lieu à Tripoli. Et puis, n'oublions pas l'autre aspect de la question, c'est qu'il y a aussi le dossier iranien. Et bon, comme vous le savez, le Hezbollah est extrêmement lié à l'Iran. S'il y a une confrontation soit entre Israël et l'Iran, soit entre les États-Unis et l'Iran, inévitablement, le Hezbollah sera entraîné dans une guerre. Et là encore, c'est un saut dans l'inconnu, parce que, en tout cas, on peut espérer éviter le pire, mais les scénarios d'avenir dans cette région, à court, à moyen terme, ne sont pas très réjouissants. On revient toujours à cette histoire de ce qu'au fond ne se console pas de la disparition de l'avenir. Mais c'est vrai, moi j'espérais un autre avenir. Moi j'espérais que cette région pourrait avoir un autre rôle dans le monde. Et là, elle ne fait que s'enfoncer, en réalité. Et qu'elle pouvait avoir un autre rôle aussi, y compris par rapport, et surtout même, pourrait-on dire, par rapport à la question de la religion. Il y a un moment où assez courageusement, on pourrait dire presque dans le livre, aussi au début du livre, il est dit que la religion n'est pas plus importante normalement que la famille, que l'amitié, enfin que tout le reste de la vie, mais que c'est pas comme cela que les choses ont tourné, évidemment. Je suis de ceux qui pensent que la religion a aujourd'hui un rôle excessif dans les affaires du monde, et notamment en politique. Je ne dirais pas qu'elle doit être totalement absente. Je crois que ce serait excessif, mais je pense qu'elle a un rôle qui doit être réduit. Je pense que l'idée selon laquelle la religion pourrait offrir des solutions aux divers problèmes de la région est une idée absurde et qui ne résistera pas à l'expérience du pouvoir. Pour des partis d'opposition, on peut dire la religion est la solution. On peut le dire pendant 40 ans, ça n'a pas de conséquences. Mais si on est au pouvoir, qu'on a la responsabilité d'un pays, qu'on doit régler des problèmes de chômage, de développement, continuer à dire la religion est la solution, je crois que c'est un peu court. Alors justement, c'est un des sujets les plus intéressants de votre livre, puisqu'il s'agit en fait des retrouvailles entre une bande de vieux étudiants qui ont vieilli, donc la guerre civile est passée entre-temps. Quand ils étaient jeunes, nous dites-vous, ils avaient, et c'est vous, on reconnaît le milieu béroutin de la fin des années 60, début 70, ils avaient des rêves de changement du monde, ils étaient marxistes, ils étaient sartriens, ils étaient camusiens. Et ils étaient aussi, très important, libertins. Et ils étaient libertins, exactement, et ils étaient libertins, d'ailleurs il y a des liaisons entre eux dont on découvre vous avez aimé Sémiramis. Sémiramis, c'est ravissant, évidemment. Et très séduisant, c'est la belle libanaise typique telle que je les ai connues dans ma préadolescence. J'étais un peu trop jeune. Restez calme, Brice, restez calme. Oui, je reste calme. Mais voilà, ces gens aujourd'hui ont vieilli et qu'est-ce qui reste? Ils ont oublié leurs idéaux de jeunesse. Qu'est-ce qui reste? C'est ces ancrages religieux qui se sont incrustés, je le disais, pendant la guerre civile, qui font qu'aujourd'hui, il y en a un qui est intégriste musulman, il y en a un autre qui est devenu moine, chrétien, et finalement, ces fameuses identités religieuses, c'est tout ce qui leur reste. Quand on prend des positions comme camusien, sartrien ou marxiste, ce sont des positions idéologiques qu'on assume librement, c'est le fait d'un choix personnel. Quand on est enfermé dans son identité religieuse parce que c'est celle de vos parents et de vos ancêtres, on ne peut pas en sortir, et ça, c'est meurtrier. Or, finalement, le monde aujourd'hui tel qu'il se déroule, il n'est plus
agit par des idéologies, mais par des identités collectives. Et c'est ça que vous dénoncez à travers ce livre, comme vous le faisiez dans ce bouquin formidable qui est Les identités meurtrières. Voilà. Est-ce que les révolutions arabes, de ce point de vue-là, ne sont pas un échec, puisqu'elles sont parties sur des idées social-démocrates, libérales, et qu'elles débouchent finalement sur l'islamisation? Amin Maalouf. Bon, je ne vous cacherai pas que le vieux voltairien que je suis n'est pas très heureux en observant tout ce qui arrive. C'est vrai que les mouvements qui ont commencé à la fin de l'année 2010, qu'on a appelé le printemps arabe, avaient quelque chose d'enthousiasmant, parce que ils étaient dirigés contre des régimes politiques, pour dire les choses simplement pourris, qui avaient perdu toute légitimité et qui méritaient de tomber. Ce qui est le plus inquiétant et le plus attristant, c'est que ce mouvement qui a commencé pacifique, avec des slogans disant « c'est une révolution pacifique, c'est le MIA, c'est le MIA », ça c'est resté pacifique uniquement, ou relativement pacifique, en Tunisie et en Égypte. Dès février 2011, en Libye, il y a eu une répression très violente. Le mouvement est devenu forcément de moins en moins pacifique. On ne pouvait plus manifester. Et en Syrie également. Encore pire. Encore pire. Au début, c'était un mouvement pacifique. Puis, peu à peu, c'est devenu un affrontement armé. Et là, c'est profondément attristant parce qu'il y avait quelque chose de nouveau, de sain, qui allait à l'encontre du djihadisme qui est quand même la grande calamité, non seulement du monde dans son ensemble, mais spécifiquement du monde musulman. Et là, on reglisse vers ce type d'affrontement. La guerre sainte. Ce n'est pas tellement le risque de triomphe de ce type de mouvement. C'est simplement que la pureté d'un conflit mené pour des idéaux de liberté, de démocratie, a disparu progressivement. Et puis, je dirais que ces mouvements, il leur a manqué assez vite une certaine dimension de modernité sociale. Par rapport à la situation de la femme, par rapport aux minorités, par rapport à la place de la religion dans la société, il y a quelque chose qui, dès le début, était équivoque. C'est un peu lié au fait que les mouvements d'opposition étaient persécutés sous les dictatures, et donc ils ont joué spontanément un rôle important, mais en même temps, il y a aussi, j'allais dire, des infirmités intellectuelles dans cette société qui font qu'il y a un certain nombre de problèmes qu'on n'arrive pas à aborder d'une manière saine, d'une manière moderne, et que l'objectif de modernisation sociale des sociétés n'est pas clairement mis en avant. Et cela, pour moi, est très décevant. Parce qu'il y a cette question de la religion, et puis aussi, évoquée dans le livre, un peu plus rapidement, mais enfin tout de même, la question, par exemple, du pétrole. Hein. Le pétrole, c'est l'excrément du diable. Le pétrole n'a enrichi les Arabes que pour mieux les ruiner. C'est une calamité, le pétrole. C'est certainement une calamité, c'est-à-dire ça arrive dans une société, ça crée de l'oisiveté, les gens, le sens du travail se perd, des pays complètement vides de population deviennent très importants, les pays les plus peuplés deviennent dépendants. C'est probablement aujourd'hui l'élément le plus perturbateur et qui est le facteur de régression le plus important dans ces sociétés. Et puis, il n'y a pas eu de développement. Il y a du pétrole depuis des dizaines d'années. Un pays arabe pétrolifère avec effectivement beaucoup à la fois de sarcasme,
d'attaque. Enfin, c'est absurde, le monde que vous décrivez. Parce qu'il n'y a pas eu de développement. C'est-à-dire, on a construit des choses sans intérêt. On n'a pas créé une société moderne. À mes yeux, la seule monarchie pétrolière qui permette à la société d'avancer, c'est la Norvège. Caroline Eliachev. Oui, je voudrais... on va revenir au livre, peut-être. On ne l'a pas vraiment quitté. Hein, non, mais quand même. Moi, j'étais absolument passionnée par votre livre, c'est-à-dire je l'ai lu comme ça d'un bout à l'autre, et je crois qu'on peut dire un mot de sa forme, parce que vous parlez de l'exil, donc vous parlez de la réunion de ces personnages, mais il me semble que la forme que vous avez trouvée, à savoir l'alternance du je et du il, c'est-à-dire le je qui écrit et le il qui donne une certaine distance, a comme effet de coller parfaitement à votre propos. C'est-à-dire, il y a dans ce roman, qui n'est donc pas linéaire, une forme qui apporte quelque chose à votre propos. Il y a une autre chose que je voudrais dire. Vous avez évoqué le mot de psychanalyse tout à l'heure. Il y a quelque chose de très étonnant, c'est-à-dire dans vos 3 premières pages, dans le fond, il y a tout. Et votre livre développe les 3 premières pages. Et donc, dans une analyse, nous pensons, quand nous recevons quelqu'un pour la première fois, il arrive que la première rencontre, cette première rencontre où la personne vient nous dire pourquoi elle vient, etc., il y a tout. Et elle va mettre ensuite 10 ans à retrouver ce tout. Et j'ai trouvé ce point commun dans votre livre. Même les 3 premières phrases, hein, juste, je porte dans mon prénom l'humanité naissante, mais j'appartiens à une humanité qui s'éteint, notera Adam dans son carnet 2 jours avant le drame. Amin Malouf. Je peux rajouter une phrase aussi de la même page que j'ai des petits signes pour dire les phrases que je vais essayer de retenir par cœur, et celle-là, elle est extraordinaire, écoutez bien. À moi incombe la détestable tâche de reconnaître les traits de ceux que j'ai aimés, puis de hocher la tête pour qu'on rabatte les couvertures. C'est à la morgue, évidemment, que ça se passe. Et à 7h41, l'invité des matins de France Culture, Amin Maalouf. Bonjour Amin Maalouf. Bonjour. Bonjour monsieur l'académicien. Bon, vous n'êtes pas venu à l'habit vert, hein, même s'il est encore tout frais, hein, au fond, cet habit vert. Vous voici membre de l'Académie française depuis le printemps dernier, là, depuis le début de l'été. Reçu il y a 3 mois. Hein, reçu il y a 3 mois. Vous n'avez pas encore fait de séance de dictionnaire, rien de particulier? Si, un petit peu. Si, il y a une période de bizutage un peu, je crois. Vous êtes stagiaire encore. C'est une période de silence, de discrétion, le temps d'apprendre les usages. Ouais. Vous êtes sur quel mot en ce moment? Ils sont sur quel mot C'est la lettre R. Ah. Et alors, quel mot? Le dernier, je pense, c'était risque. Voilà. Amin Maalouf, Les Désorientés, c'est votre nouveau roman chez Grasset, qui est paru à la fin là, de ce mois d'août. Alors nous vous faisons venir aujourd'hui parce qu'il y a à la fois, on le sait, une actualité qui a ressurgi, notamment une actualité libanaise qui a ressurgi avec la guerre en Syrie, la révolution syrienne, où on a vu des lance-roquettes, des armes automatiques, et depuis le mois de mai, le Liban, pour certains, voit ressurgir ses vieux démons. Certains disent même qu'à Tripoli, au fond, on est revenu quasiment 30 ans en arrière, et qu'entre les sunnites et les alaouites du Nord-Liban, la guerre syrienne a ravivé des vieilles haines. Et voici qu'avec votre roman, nous replongeons dans un pays qui pourrait être le Liban il y a 30 ans, avec un personnage principal qui pourrait s'appeler Amin, mais qui s'appelle Adam, et qui doit, pour célébrer la mort d'un ami à qui il n'a pas pu parler, à qui il n'a pas pu dire éventuellement s'il lui pardonnait ou pas ses agissements passés, il doit préparer pour les 40 jours de deuil la réunion de tous ses copains perdus de vue, disparus partout dans le monde entier depuis une 30aine d'années. Et Les Désorientés va raconter lettre après lettre les retrouvailles des uns et des autres pendant 15 jours, pour qu'au 16e jour, il se passe ce que nous ne dirons pas, puisque là, il y a un retournement implacable et extrêmement, d'ailleurs, douloureux pour le lecteur, je vous le dis, Amin Maalouf, dans les toutes dernières pages. Adam, et pourquoi Adam et pas Amin? Ce n'est pas exactement moi, c'est certainement le personnage qui parle le plus près de moi,
mais ce n'est pas moi, comme les autres personnages. C'est l'ensemble des personnages s'inspire des amis que j'ai eus il y a une trentaine d'années. Aucun ne correspond réellement à une personne. Adam revient vers un pays dont il s'est éloigné, plus que moi d'ailleurs. Moi, je reviens souvent au Liban. Lui, il n'est plus... était parvenu depuis 30 ans. Il n'était plus revenu depuis qu'il était parti. Oui. Et il retrouve un pays qu'il ne reconnaît plus complètement. Des amis qui ont tous changé. D'abord, certains se sont éloignés. Albert au nord, aux États-Unis, Naïm au Brésil. Certains ont fait fortune, d'autres sont devenus moines. Il y a vraiment tout le... Basile, Ramzi, Naïm, Ramez, oui, Albert, oui. Et il retrouve aussi les vieilles frustrations, les vieilles nostalgies, et tout cela, il le vit avec attente, et en même temps, son regard est un regard un peu triste, parce qu'il a le sentiment que cette civilisation à laquelle il appartient, qu'il appelle la civilisation levantine, est en train de disparaître. Et que le monde qu'il a connu, et encore plus le monde dont il a rêvé, est en train de disparaître également. Alors, le personnage principal ne s'appelle pas Amin, il s'appelle Adam, et le pays, le Liban, n'est jamais nommé le Liban. Si je vous ai bien lu, je ne vois jamais écrit nulle part Liban. Non, le pays n'est pas nommé. Dans mon esprit, il est évident que c'est le Liban, mais d'abord, je n'ai pas senti l'envie de nommer, et le fait de nommer un pays exige que l'on se conforme plus à ses réalités politiques, ce que je ne voulais pas faire. Je voulais que cela reste le pays d'une bande d'amis. C'est probablement dans mon esprit le Liban, mais dans l'esprit d'autres, cela pourrait être un autre pays. Les lieux ne sont jamais nommés précisément. Je dis la capitale, je ne dis pas Beyrouth. Il y a aussi probablement chez moi une réticence qui doit avoir des explications psychanalytiques à nommer le pays, à nommer... Caroline Eliachev se penchera sur votre cas tout à l'heure. On va sortir un vivant. Ouais. Mais alors, Amin Maalouf, cela dit, c'est quand même, même si vous essayez de dire qu'au fond vous y êtes sans y être entièrement, ou que vous y êtes sous plusieurs formes, ou que d'autres sont un peu aussi en vous dans les personnages. On sait très bien le caractère composite des personnages quand on les écrit. Vous pouvez d'ailleurs aussi bien vous retrouver aussi dans les personnages de femmes de ce roman. Il y a un très beau personnage, le personnage de Sémi, de Sémiramis. Il y en a un autre très très beau qui est celui de Dolores. Mais sur ce qu'on se dit surtout en revanche, et ça c'est quand même un peu nouveau, c'est que c'est la première fois, me semble-t-il, je ne pense pas avoir lu toute votre œuvre, mais que vous vous inscrivez dans un temps résolument contemporain par rapport à un roman. Vous avez raison, c'est la première fois que je parle d'aujourd'hui, et la première fois que je parle directement d'un univers proche de moi. C'est une période importante dans ma vie que les années d'université. Ça m'a beaucoup nourri. En même temps, j'ai toujours eu des scrupules à en parler, notamment à cause de la guerre. Je n'ai jamais eu envie de parler de la guerre du Liban, pas directement en tout cas. Elle est souvent là, en filigrane dans certains textes, mais je n'ai jamais voulu en parler directement. Et même dans ce livre d'ailleurs, je n'en parle pas directement, mais il est évident qu'elle est omniprésente, et il est évident que c'est cette guerre qui a dispersé ce groupe d'amis. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de votre personnage, Adam, quand il s'interroge au tout début sur une question qui est très grave et qui va courir finalement tout au long du livre? C'est que, bon, ça on peut le dire, on peut le dévoiler, il va arriver trop tard au chevet de cet ami avec qui il s'est visiblement brouillé, tout simplement parce que d'abord il a choisi une vie différente dans une période de guerre. Adam est parti et son copain qui va mourir est resté. Et il est question
d'impunité et d'injustice. Adam dit au fond, les vertus de mon copain l'ont perdu et mes manquements m'ont sauvé. Son ami Mourad était très attaché au pays et à sa maison et à toute l'histoire de sa famille, de ses ancêtres. Donc il a refusé de partir au moment de la guerre. Adam n'avait pas le même type d'attachement. Il est parti. En un sens, il s'est enfui, mais en même temps, parce qu'il s'est enfui, il a gardé les mains propres. Alors que son ami, parce qu'il avait la vertu de la fidélité à une terre, à une histoire, à une famille, est resté. Et parce qu'il est resté, il a eu les mains sales. Je pense que ce dilemme est au cœur du livre. Est-ce que... C'est un chiasme permanent, parce que du coup, au mot vertu est associé le mot compromission, et au mot manquement, enfin, les manquements d'Adam sont associés ceux de lâcheté. Oui. Je pense que quand il y a une guerre civile, souvent le déserteur demeure honnête et celui qui... Mais il se dit qu'il est lâche. Il peut se le dire. Et il reconnaît à son copain qui reste d'être honnête, mais de se compromettre avec des choses qu'il déplore, qu'il dénonce. C'est un dilemme qui est constamment présent dans son esprit. Il a conscience d'avoir déserté et en même temps, ça aurait été bien pire s'il n'avait pas déserté, parce qu'il se serait probablement compromis, il se serait sali les mains. Je pense que dans toute guerre de ce type, ce dilemme est là. Si l'on décide de s'engager, on prend le risque de tuer, quelquefois, de prendre des armes et de tuer. Et si on décide qu'on ne veut pas se battre, on garde les mains propres, mais en même temps, comme a dit un personnage, Tania, dans ce livre, si tout le monde avait décidé de partir, tout le monde aurait gardé les mains propres, mais il n'y aurait plus personne ici. Il a bien fallu que les gens se battent, lui dit-elle, pour que toi, tu puisses revenir de temps en temps comme un touriste chez toi. Oui, souvent. C'est très cruel, elle lui dit, c'est très cruel, ça, c'est très violent quand elle lui dit ça. Mais c'est une réalité qui se pose dans ce... Et vous l'avez éprouvé, ça, vous, Amin Maalouf? Est-ce que vous avez des amis qui vous ont fait un jour le reproche, qui vous auraient dit, ah, toi, tu es parti, alors le reproche, je le perçois quelquefois. Je dois vous avouer que moi-même, je me suis jamais posé cette question, parce que moi, j'étais sûr depuis le début qu'il fallait que je m'éloigne, que je ne pouvais pas prendre part à cette guerre. En même temps, cela exige de moi une certaine modestie. C'est-à-dire, je ne prends pas des positions très en pointe, parce que je me dis, je me suis éloigné, ça fait 36 ans que je ne suis pas dans le pays, donc je ne peux pas parler comme quelqu'un qui est resté. En même temps, je ne me suis jamais dit, pas une seule fois, j'aurais dû rester, j'aurais dû prendre part à ces événements. Non, ça je pense que, et par tempérament, et par conviction, et je n'aurais pas pu rester pendant cette période de guerre. Et le pardon? Il a du mal, Adam, hein. Il dit, c'est un ancien ami. Alors évidemment, à cette heure si grave, je vais y aller sur son chevet. Et puis il y va, il est déjà mort. Donc il se dit, ça, au fond, ça l'épargne d'une conversation sans doute qu'il n'aurait pas voulu avoir. Mais il y a cette question du pardon constamment. Doit-il pardonner ou non à cet ami d'avoir fait ce qu'il a fait? C'est difficile. Ce que dit Adam, c'est on ne peut pas, simplement parce qu'une personne va mourir, mettre sur le même plan les victimes et les bourreaux. Et en même temps, ce n'est pas un justicier, Adam. En même temps, il ne met pas sur le même plan ceux qui ont participé à des actes violents, qui ont tué, qui ont pillé, ceux qui ont été corrompus, et ceux qui ont eu une attitude digne, qui ont propre. Je pense que on a un peu trop tendance à pardonner trop vite. Ce n'est pas son attitude à lui. Ce n'est pas son attitude. Et puis il dit constamment,
certaines personnes vous regardent en disant « mais est-ce que vous ne seriez pas en train de me juger ?» Et il dit mais bien sûr que je vous juge, mais toute personne dotée de conscience a l'obligation de juger en permanence. Ça ne veut pas dire qu'on va à chaque fois prononcer des sentences, mais évidemment, à chaque fois qu'on regarde, qu'on observe, on juge, et il est tout à fait légitime de juger. Bonjour Brice. Bonjour Marc. Vous avez été sensible vous aussi à ces questions d'injustice, d'impunité. Oui, parce que ce qui me paraît le plus intéressant dans le livre d'Amin Maalouf, qui est vraiment très intéressant, c'est la question qui sont les plus coupables. Est-ce que c'est ceux qui, ne supportant plus la guerre civile, l'effondrement de l'État, son remplacement par des petits caïds locaux, ont décidé que leur vie était ailleurs, qui ont choisi l'exil, jugeant que la vie au Liban était devenue insupportable, ou bien ceux qui se sont accrochés à leurs racines et à leur maison. Alors pour survivre, certains ont dû passer des compromis pourris, comme le titre d'un livre intéressant d'année dernière avec l'occupant syrien. Ils se sont lavés les mains dans une eau sale, comme on dit en anglais, ils se sont embourbés dans la politique. Mais si tout le monde avait fui, que resterait-il aujourd'hui du pays du Cèdre? Telle est la question que pose la veuve de l'ami perdu à votre héros narrateur, revenu à Beyrouth pour se réconcilier avec son mari. Au moins, dit-elle, nous avons conservé un pays où vous pourrez peut-être revenir un jour. Pour la réconciliation, il est trop tard. L'ami perdu est déjà mort lorsque le narrateur atterrit à Beyrouth. Trop tard pour pardonner, trop tard aussi pour retrouver le petit cercle des amis d'autrefois. La guerre et le temps, l'histoire, comme vous dites, ont fait leur œuvre. Des rêves de fraternité, du Beyrouth d'avant la guerre civile, il ne reste plus rien. Les retrouvailles finales seront un échec dramatique. Tout votre livre, Amin Maalouf, le premier où vous abordez directement cette horrible guerre civile, est placé sous le signe de la désillusion. La petite bande est éparpillée aux quatre coins de la planète et leurs engagements, leur style de vie les ont séparés encore plus que ceux qui étaient restés sur place. Ils se voulaient voltairiens, sartriens, camusiens. La folle logique des identités meurtrières les a ramenés à une assignation religieuse, celle que la guerre civile a incrustée. Ils avaient rêvé de changer le monde, ils ont connu des destins en forme de farce sinistre. Je pense à ce personnage inoubliable et terriblement libanais auquel on vole jusqu'à sa mort, kidnappé alors qu'il se rendait chez lui pour mettre fin à ses jours. Et ces geôliers, découvrant ses intentions suicidaires, lui font la morale. La vie est précieuse, tu n'as pas le droit de te suicider. Mais il le menace de mort par ailleurs. Tel autre qui croyait se frotter au combat pour écrire un livre et inscrire ainsi ses pas dans ceux d'Hemingway ou de Malraux, est tué dès le premier obus qui passait par là avant d'avoir pu tirer un coup de feu ni écrire une ligne. On est au Liban. Dans ce pays autrefois béni, la Suisse du Proche-Orient, modèle de société multiculturelle, de civilité, de douceur de vivre levantine, l'histoire est à la fois tragique et grotesque. Notre civilisation levantine est morte, dites-vous, et votre livre ressemble terriblement à l'adieu accablé d'un Stefan Zweig qui aurait survécu, lui, au monde d'hier. Alors le Liban d'aujourd'hui n'est certainement pas celui que j'ai connu et aimé dans ma jeunesse, avec sa liberté, son cosmopolitisme, ses entrepreneurs et commerçants incroyablement doués, son élite intellectuelle également à l'aise dans les cultures européennes et arabes. La guerre, 30 ans d'occupation syrienne, des crimes inouïs ont meurtri ce pays. Il y règne depuis le départ des forces d'occupation syrienne un équilibre précaire entre des communautés qui se sont combattues au canon et à la mitrailleuse de quartier à quartier, d'immeuble à immeuble. Mais aujourd'hui, que la guerre civile syrienne se rapproche, que pro et anti-Assad ont recommencé à s'entretuer à Tripoli au nord, chacun craint que les armes ne reprennent la parole. Or, comment la chute probable du clan alaouite et pro-iranien de Damas pourrait-elle demeurer sans répercussion sur un pays où une milice armée, le Hezbollah, quelle image! Oui, ça m'amène une question, excusez-moi, que je voudrais rabattre à celle de Caroline. Caroline Eliéchef. C'est la question de la civilisation levantine. J'ai fait le parallèle avec Zweig parce que ça m'a beaucoup frappé. Moi, j'ai connu cette civilisation levantine au Liban parce que j'ai été élevé en partie là-bas. C'est quoi ce carnet de notes là, c'est moi que j'ai apporté pour certifier mes dires, mon carnet de notes du collège de Jamhour chez les jésuites libanais. Je signale que mon meilleur copain était sunnite. À l'époque, il n'y avait pas de problème de coexistence. Simplement, quand pendant les fêtes musulmanes, il rentrait chez lui. Évidemment, il était dispensé d'instruction religieuse. Et je signale aussi, parce que j'ai un des rares noms qui me restait de ce passé libanais, c'était mon meilleur camarade, c'était Achille Amerio. C'était un Italien qui était le fils du consul à Damas. Et j'ai regardé hier sur Internet, Achille Amerio vient de rentrer de Damas, où il était ambassadeur
d'Italie, et son gouvernement vient de le rappeler pour protester contre les exactions commises par le régime. Donc, vous voyez, c'est très personnel tout ça. Donc cette civilisation levantine, dont vous nous dites qu'elle a disparu, que j'ai connue encore une fois, et vous ne pensez pas quand même qu'il va en rester suffisamment de graines pour qu'elle repousse une fois la guerre écartée? Si on lit bien Amin Maalouf, oui, on n'a pas l'impression en tout cas. Vous avez évoqué le Monde d'hier de Zweig, qui est probablement le livre le plus cher à mon cœur. Et c'est vrai que j'ai les mêmes nostalgies, y compris pour l'Empire austro-hongrois, qui à mes yeux était un grand moment dans l'histoire universelle. Les pays de l'Empire austro-hongrois qui ont connu tous les drames que l'on sait pendant les 70 ans qui ont suivi la disparition de l'Empire, ont été repris dans les bras de l'Europe unie. Malheureusement, les pays du Levant, il n'y a pas d'Europe pour les prendre dans ses bras. Ils sont abandonnés. Ils sont abandonnés à eux-mêmes, ils sont abandonnés aux démons du passé, aux démons des identités meurtrières. Et je voudrais espérer qu'un jour, ils pourront retrouver une autre voie, mais je sais déjà que je ne verrai pas ça. C'est notre destin d'être trahi, observa Adam, par nos croyances, par nos amis, par notre corps, par la vie et par l'histoire avec un grand H. Oui, et le Levant est le lieu où on le sent le mieux. Quand je parle du Levant, je parle d'une vaste région où il y a une population qui est très... il y avait une population cosmopolite. Aujourd'hui, il y a toujours une population qui est diverse, mais qui est beaucoup plus attachée aux identités particulières. C'est aussi une région... Moi je me mets parfois à rêver, je me dis qu'il y a dans cette partie du monde, entre l'Égypte, la Mésopotamie, le Liban, la Syrie, Israël, la Palestine, une partie de l'Europe en fait partie, mais oui. Il y aurait des richesses archéologiques qui justifieraient d'avoir 1 milliard de visiteurs par an. Je pense que tout être humain devrait venir passer un temps à visiter simplement cette région. Et cela suffirait à assurer la prospérité de cette région. Et qu'est-ce qu'on a dans cette région? On a des conflits à l'infini, des combats à caractère tribal qui se poursuivent et qui s'enveniment et qui continuent et qui semblent devoir continuer pour des décennies encore. À l'Académie française, vous nous disiez tout à l'heure que vous étiez à la lettre R, R comme risque, R comme regret aussi. Oui, je suis de ceux qui ont rêvé d'autre chose. Je suis de ceux qui continuent encore quelquefois à rêver, mais avec un peu moins d'illusions. Il y a bien sûr cette question qui court aussi tout le long du roman dont nous avons déjà un peu parlé, cette fameuse question de l'exil. Il y a en ce moment une exposition dans le sud de la France qui s'appelle Exil. Elle se tient en 3 lieux différents, au musée Chagall de Nice, au musée Fernand Léger à Biot et au musée Picasso à Vallauris. Les commissaires en sont Maurice Fréchuré et l'excellente historienne d'art Laurence Bertrand d'Orléac, qui évoque ici ce thème justement de l'exil chez les artistes. Tout artiste finalement, même en temps normal, se met en situation d'exil. Et il faut qu'il se mette en situation finalement de déracinement par rapport à ce qui a déjà été créé et qui donc incarne une forme de stabilité. Donc finalement, chez un artiste, on pourrait parler de double exil. Il y a un exil, disons, presque
essentiel, enfin qui fait partie du métier, disons, d'être créateur. Il faut se déraciner de ce qu'on a déjà fait, et puis un exil qui est imposé en général, ou qu'on s'impose, mais très souvent au XXe siècle, qui est imposé par la situation extérieure. Et là, effectivement, avec tous les traumatismes aussi de déplacement obligatoire, de fuite, de persécution aussi, de réaction à la persécution pour quelqu'un comme Chagall, y compris comme Picasso, puisqu'on sait que la situation n'a pas été simple non plus pour lui. En gros, c'est quelqu'un qui a perdu sa famille, tout en... Vous savez que la France a refusé de lui donner la naturalisation française au moment de la guerre, donc il reste espagnol, mais finalement il est exclu de son pays. Il n'y retournera d'ailleurs jamais et il mourra espagnol. Et vous mourrez comment, vous? Je pense que l'exil est naturel à l'homme. L'homme n'est pas fait pour passer sa vie entière au même endroit. Ce n'est pas une malédiction. Bien entendu, il y a des souffrances qui s'attachent à l'exil. Mais en même temps, on a la vocation de découvrir le monde. Et l'exil, c'est ce qui nous pousse à découvrir le monde. Ça tombe bien, cela dit, de penser ça à Amin Maalouf quand on a été élu au siège de Claude Lévi-Strauss. Oui, je crois. Je suis heureux d'être à ce siège précisément parce que j'ai lu Lévi-Strauss depuis longtemps et je me suis un peu identifié à sa vision du monde. Et je pense que sa vision du monde est caractérisée d'abord par un regard qui n'est pas uniquement d'ici, mais qui est à la fois d'ici et de là-bas. Je pense qu'on a besoin. Et un exilé a naturellement regarde le monde de deux lieux différents. C'est ce que fait Adam, ce prof d'histoire dans le livre, qui essaie de reconstituer la tribu. Oui, la bande d'amis plutôt, parce que vu que j'ai utilisé le mot tribu pour décrire les communautés guerrières, c'est plutôt la bande d'amis. Et c'est vrai que c'est un rêve. Moi, j'ai toujours un grand bonheur à rencontrer des gens que j'ai connus lorsque j'avais 20 ans et avec qui j'ai rêvé d'un monde différent. Il est vrai,